Il s'est passé quelque chose d'important la semaine dernière, d'important pour aimer Paris et d'important, j'espère, pour Paris à moyen et long terme. Ce qui s'est passé, c'est que le Rassemblement national a annoncé pour la première fois de son histoire, depuis donc le début des années 1970, qu'il ne présenterait pas de candidat en tant que tel et qu'il soutiendrait nos listes à Paris. C'est une grande victoire dont en fait on peut se réjouir dans la mesure où ce mouvement de rassemblement de tous les gens qui veulent que Paris change vraiment, qui veulent échapper à la malédiction et au sortilège d'une réélection d'Hidalgo ou d'une élection d'un ersatz macronien en la personne de Griveaux, ont désormais l'instrument crédible et efficace pour parvenir à conjurer ce mauvais sort. Donc le Rassemblement national, c'est la première étape, c'est la première pierre à l'édifice. D'autres suivront, j'en suis persuadé. J'ai déjà rencontré pas mal de leaders de l'opposition et dès que les horizons politiques, en particulier liés aux élections européennes, seront éclaircis, tous les gens qui veulent vraiment que Paris devienne non pas l'exemple de la bureaucratie, de la mauvaise gestion socialiste, mais le contre-exemple d'une bonne gestion, de bonnes réformes qui vont dans un sens innovant au bénéfice des citoyens, et bien que ces gens puissent se rassembler dans une liste qui ne sera pas partisane, qui ne sera pas dogmatique, qui ne sera pas sectaire. Notre mot d'ordre à Aimer Paris, c'est d'éviter le sectarisme et de faire triompher le pragmatisme, de faire triompher des solutions concrètes pour que Paris redevienne propre, pour qu'on puisse circuler à Paris, pour que les services de secours ne soient pas ralentis quand ils doivent arriver chez des gens qui en ont besoin, pour que l'on puisse se loger, que les jeunes et les familles nombreuses ne soient pas obligés de quitter la ville. Donc on aura une panoplie, un ensemble complet de propositions concrètes. Ces propositions concrètes, en fait, elles sont assez simples à formuler dans la mesure où elles sont souvent aux antipodes de la politique actuelle de la municipalité d'Anne Hidalgo. Et tous les gens qui se retrouvent, qui se réunissent autour de ces objectifs, de ces propositions et de ces mesures sont les bienvenus. Donc le Rassemblement national contre qui nous n'avons aucun ostracisme a été le premier à répondre présent. Il y en aura d'autres. Je suis certain que chez les Républicains, il y aura également des gens de bonne volonté qui ont le souci d'éviter que Paris ne continue de se dégrader, bien qu'une partie des Républicains, des vrais militants, des militants de base en particulier, se retrouveront derrière nous et que nous aurons en fait la possibilité de véritablement leur offrir une alternative en 2020. Dans l'océan de gaspillage parisien, on a eu cette semaine le plaisir un petit peu douteux de voir sortir un audit de l'inspection générale de la ville sur Vélib, qui est un des pires scandales en fait financiers des 15 dernières années à Paris. Alors d'abord, il faut savoir que l'inspection de la ville de Paris, ça n'a rien d'un organisme indépendant. Tous les rapports sont relus par le cabinet du maire de Paris et donc alors qu'il y avait la promesse d'en faire un organisme indépendant, ça n'a jamais été fait parce que en fait c'est un instrument de communication comme un autre. Malgré tout, de temps en temps, pour donner le change, ils sortent des rapports. Donc ils ont sorti un rapport sur Vélib et il y a de quoi, parce que les Parisiens, évidemment, peuvent se poser la question de tous ces vélos moches, endommagés, de ce nouveau système qui a mis très longtemps à être mis en œuvre et qui fonctionne toujours très mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend bout à bout tout ce qu'a coûté Vélib, première version, Vélib, deuxième version, dans tous ces errements, les abandons de recettes publicitaires, parce que Vélib était financé en partie au départ par la concession de l'affichage publicitaire au groupe Deco. Tous les avenants qui ont été votés, les réparations qui ont grassement en fait indemnisé Deco, puis maintenant le nouveau groupe qui lui a succédé, donc toutes les dépenses de la ville et les moins-values de recettes ont coûté une montagne, une fortune d'argent. Et le jour où on pourra savoir précisément, parce que beaucoup de chiffres sont masqués, combien cela a coûté réellement, moi il ne m'étonnerait absolument pas que chaque Vélib qui est servi dans Paris ait coûté le prix d'une berline, vous voyez, d'une voiture comme une Mercedes ou une BMW aux Parisiens. Ça peut sembler incroyable, mais il y a un chiffre qui était sorti il y a quelques années qui indiquait que chaque Vélib coûtait 3 à 4 000 euros par an à la ville de Paris. Comme ça a duré depuis, comme il y a un nouveau marché qui a été pris, ce marché a lamentablement échoué, qu'il a fallu réinjecter de l'argent, eh bien il n'est pas du tout étonnant, il ne serait pas du tout étonnant que chaque Vélib qui ait été utilisé à Paris depuis que le service a été mis en place avant les élections de 2008,
eh bien, et coûter donc une fortune à Paris. Voilà. Donc, ça renvoie tout ça à la question de l'audit des dépenses, de l'audit des travaux monstrueux, des milliards d'euros qui ont été gaspillés dans des aménagements de voirie qui sont sans cesse refaits. La rue de Lafayette, les boulevards donc, de l'enceinte des fermiers généraux dans le nord parisien sont constamment, en fait, sous prétexte de pistes cyclables ou de travaux en tout genre, remaniés. Tout ça coûte des fortunes, ça a coûté donc effectivement des milliards d'euros. Tout ça aussi devrait être audité dans son résultat parce que ça ne fonctionne pas. En fait, ça provoque des engorgements et c'est dangereux pour les cyclistes et les piétons. Et ça ne fonctionne pas aussi du point de vue budgétaire parce que ça alourdit considérablement, ça a participé à la multiplication par 7 de la dette de la ville. Donc il faudra qu'un audit indépendant soit lancé. Ce ne sera pas à l'inspection de la ville, qui n'est pas un organisme indépendant qui le fera. On demandera à des magistrats indépendants de le faire et on saura précisément où l'argent est passé, comment il a disparu, quels gaspillages ont été faits, et la ville de Paris devra défendre ses intérêts contre ceux qui l'ont saigné à blanc et qui malheureusement étaient ses propres élus. Donc il faudra, et ça sera le premier acte que la nouvelle municipalité d'Aimé Paris entreprendra en 2020, dire la vérité aux Parisiens sur la situation financière de leur ville, dire la vérité aux Parisiens par exemple sur le siphonnage des réserves des organismes de HLM qui va faire que la ville de Paris va se retrouver dans les 20 ou 30 ans qui viennent avec des dettes à éponger parce qu'elle a complètement, dans un jeu à un coup, pris l'argent dans les réserves de ces organismes. La vérité doit apparaître, la vérité doit émerger, la vérité doit être dite sur la situation financière de la ville parce qu'il en va de l'argent des Parisiens, de leur épargne et de leurs impôts. Et Aimé Paris sera là pour défendre leurs intérêts. Paris, c'est une grande ville et les Parisiens aiment bien les sujets parfois symboliques. Il y a une polémique récente sur les nouvelles fontaines du rond-point des Champs-Élysées. C'est vrai qu'elles ont un coût très important, qu'elles sont incongrues dans le paysage urbain alentour et on peut tout à fait comprendre que les associations de protection de paysage, du patrimoine parisien s'émeuvent de ce gaspillage de la même manière qu'elles ont pu s'émouvoir de l'installation de telle ou telle sculpture incongrue dans Paris. Ça a commencé d'ailleurs dès le départ quand on avait demandé à Franck Gehry de faire une espèce de cabine téléphonique en forme de fleur sur le pont du Garigliano, qui n'a jamais fonctionné, avec une artiste conceptuelle qui n'appelait personne, qui passait des coups de téléphone dans le vide, le tout pour des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Donc il y a un côté ridicule dans cette politique, il y a un gaspillage avéré, mais ce qui est intéressant en fait finalement, c'est que cette affaire de fontaine renvoie à d'autres fontaines. Les principales qui sont quand même de sinistre mémoire dans la politique de la nommée Hidalgo, ça a été la destruction des fontaines de dauphins de la place de la République qu'on a massacrées alors qu'elles avaient un habillage de balustrade de fer et un habillage de marbre absolument exceptionnel. C'était parmi les plus beaux ouvrages publics de l'Est parisien. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a détruits pour remplacer ça par une dalle un peu quasi soviétique autour de la statue de la République, place de la République, et finalement ces fontaines se sont retrouvées esselées, les seuls bronzes sont trop, ou ça, du côté du Grand Palais. Et donc le grand paradoxe, c'est que finalement les éléments qu'Haussmann et les haussmanniens avaient voulu installer dans l'Est parisien, dans les quartiers populaires, ont été détruits pour se retrouver à l'ouest, autour du Grand Palais, dans les quartiers déjà richement dotés en monuments historiques. Et finalement, le propre de cette municipalité qui prétend être de gauche et qui prétend être socialiste, c'est une municipalité qui abîme par priorité les arrondissements populaires en faisant triompher des aménagements purement idéologiques destinés à faire de la communication. Alors je dirais qu'à travers cette histoire de fontaine, eh bien, c'est la vérité de la municipalité d'Hidalgo qui coule comme de l'eau de source, ou de presque source, en tout cas la source du canal de l'Ourcq, à savoir qu'on est dans le mensonge, qu'on est dans aussi l'absence complète de concertation. Ce sont des projets qui sortent de nulle part, ce sont des projets qui sont manipulés. Il y a une méconnaissance du patrimoine parisien. On se targue à la mairie d'entretenir, de réparer l'église, une ou deux églises, en particulier celle de la Trinité récemment, mais alors
que la plupart, alors que c'est un patrimoine essentiel à Paris, les églises du 19e siècle sont en train littéralement de mourir à Paris, et donc il y a un désintérêt réel pour le patrimoine. Il y a en fait le patrimoine est abîmé, les grandes perspectives haussmanniennes sont abîmées avec des séparateurs ignobles, les belles places parisiennes, l'ordonnancement des belles places est rompu par des aménagements démagogiques soi-disant pour faire mieux circuler les vélos, et à côté de ça, pour essayer de donner le change, on implante des espèces de réalisations qui sont surtout des réalisations destinées à faire parler les bavards et la presse, alors qu'en réalité, on n'améliore pas du tout la vie des Parisiens et la beauté de la ville. Anne Hidalgo, c'est vraiment un maire merveilleux. Elle découvre le nord de sa ville. Tout à coup, alors que depuis des semaines, des mois et presque des années, la situation se dégrade, que des campements puis des bidonvilles s'installent autour du périphérique, du côté de la porte de la Chapelle ou de la porte de la Villette, eh bien, on la voit soudain débarquant, entourée d'un aréopage de fonctionnaires et de policiers municipaux, découvrant tous les problèmes de sécurité et pleurnichant pour dire que en fait la situation n'est évidemment pas de son fait, mais du fait de l'État et du fait de tous les autres sauf elle. C'est évidemment une espèce d'exercice d'hypocrisie aussi haut que la colline de Chaillot ou même celle de Montmartre, puisque toute cette situation est le fruit direct et la conséquence directe de sa politique. Elle a un mot d'ordre, par exemple en matière migratoire, de soi-disant de gauche, c'est l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas aux clandestins s'ils entendent faire semblant ou être réellement des réfugiés politiques pour commencer à s'occuper d'eux. Alors évidemment, ça crée un appel d'air, et puis ensuite, cet appel d'air, elle s'en lave les mains, elle se plaint, elle va voir la préfecture en demandant de faire des opérations de mise à l'abri, comme elle dit, pour débarrasser Paris des gens qu'elle a fait venir. Évidemment, Macron, qui est moins bien disposé à son égard que ne l'était Hollande, la laisse en fait s'empêtrer dans ses contradictions, s'empêtrer dans ses mensonges, et le problème va croissant. Il y a une sorte de mini Sangatte, de mini Calais qui est de moins en moins mini et de plus en plus Sangatte et Calais qui se développe au nord de la ville. Il suffit d'aller se promener justement du côté de la porte de la Chapelle ou de la porte de la Villette autour du périphérique ou dans des zones de plus en plus importantes pour voir quelle est l'étendue du problème, et ça ne va aller qu'en empirant. Elle découvre la colline du Crac, elle découvre tout. Donc elle découvre sa ville, et ce qu'elle va découvrir en 2020, c'est Aimé Paris qui va en fait dénoncer avec beaucoup de vigueur et de pugnacité cette situation, proposer des alternatives pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cet effet d'appel d'air, de pompe aspirante qu'elle continue d'ailleurs d'entretenir en prétendant ouvrir des centres d'accueil ici et là. De la même manière que, tout en se plaignant du trafic de drogue, elle ouvre des salles de shoot alors qu'il faudrait ouvrir des salles de déshootage, et que les salles de shoot en fait sont des aspirateurs à toxicomanes et des aspirateurs à trafiquants de drogue. Dans tous ces domaines, Aimé Paris mettra un terme vigoureux, ferme et sans hésitation à des politiques démagogiques et des politiques qui sont en fait contraires aux intérêts des Parisiens, des politiques qui dégradent considérablement la ville, la sécurité, la propreté et le plaisir qu'on peut avoir à vivre dans notre ville. Donc Hidalgo, la démagogie, ça suffit. Aimé Paris, la vérité arrive. Alors la candidature de Griveaux, qui semble être le grand événement du microcosme politique et médiatique parisien, n'est en rien un événement. Je crois que la candidature de Griveaux, ça sera le grand flop de l'année qui vient dans l'élection municipale. D'abord, c'est un individu qui est arrogant et très peu sympathique. On l'a vu dans sa pitoyable fuite, non pas de Varennes, mais rue de Varennes, après qu'un transpalette ait fait exploser la porte de son ministère et qu'il ait pris ses jambes à son cou pour se réfugier dans un autre ministère, pour ensuite dire que la République avait été atteinte en sa personne. Enfin, tout ça a été grotesque. Je pense qu'il y a une part de grotesque dans le personnage, autant dire les choses comme elles sont. Deuxièmement, je pense que l'imposture macronienne qui a fait élire Macron en 2017 en France aura le plus grand mal à opérer à nouveau en 2020 à Paris. Et donc, on va avoir largement le temps de démontrer qui est vraiment Griveaux, qu'il n'y a aucune politique nouvelle derrière ça, qu'il veut faire simplement comme Hidalgo,
reconditionnant un peu les choses comme en fait Macron a fait du Hollande reconditionné, mais que ça ne changerait rien, que ni sur la circulation, ni sur la propreté, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité, ni sur aucun des sujets qu'Aimé Paris a l'intention de prendre à bras-le-corps, Griveaux changerait de la politique d'Hidalgo. Les Parisiens auront largement le temps de se rendre compte que tout ça n'est qu'une imposture, un ersatz, une sorte de réédition, de clone, et donc on aura tout à fait le temps de faire dégonfler cette baudruche. Bonjour, Serge Federbusch, je suis le fondateur de l'association Aimé Paris. Aimé Paris a pour objectif de retrouver le dynamisme de notre ville et d'améliorer la qualité de vie des Parisiens. Elle rassemble toutes les bonnes volontés, soucieuse de rompre avec 20 ans de mauvaise gestion et d'améliorer la qualité de vie dans notre capitale. Aimé Paris est une association 100% libre. Elle ouvre tous les débats utiles et formule des propositions sans tabou ni totem. Alors rejoignez-nous, vous aussi, pour Aimé Paris.